Alors, pour cette dernière étape, puisqu'on est dans la période du Tour de France et que je suis un peu le régional de l'étape, comme on dit, pour cette dernière étape, je vais essayer de répondre à la question « Quel temps pour l'histoire ?» Et je vais, si vous en êtes d'accord, je vais parler 1h05, parce qu'on n'est pas très loin de la méningite, là. Il nous faut un peu de repos. Et comment ? Et j'ai repensé à ce que disait Jean-Jacques lorsqu'on a un peu élaboré l'idée de ces rencontres. Et Jean-Jacques me disait, il faudrait que ce soit rafraîchissant. Que ce soit rafraîchissant, sous-entendu, il faut que ce soit des professeurs émérites, des professeurs honoraires, des gens qui parlent de choses dont on ne parle plus, et que ce serait donc quelque chose de rafraîchissant au sens déjà où ça rafraîchirait la mémoire. Donc, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu de choses qui sont devenues lointaines, un peu étrangères, mais on va y revenir. J'avais proposé l'intitulé suivant, paru en 1982, le livre de Pierre Raymond, La résistible fatalité de l'histoire. L'objet du jeu, c'est de faire passer tous les livres qui sont là, de ce côté-là, et on aura fini. Donc, paru en 1982, le livre de Pierre Raymond, La résistible fatalité de l'histoire, s'interroge sur la spécificité du temps historique et mène une réflexion critique sur la nécessité en histoire, sur la logicisation du temps, conduisant à la confusion entre relation de principe à conséquence dans le raisonnement et relation de cause à effet dans la réalité. De là une reprise à propos du temps historique, du couple contiguïté-continuité, ce dernier terme semblant indiquer qu'entre deux instants du temps, il y a toujours, qu'entre deux instants du temps, ici, il y aurait toujours un nombre indéfini d'instants possibles. Et ce serait la particularité, la spécificité du temps historique, c'est-à-dire donc qu'on ne passe jamais, en tout cas dans certains moments de l'histoire, on ne passe jamais d'un instant à l'autre de façon contiguë, c'est-à-dire avec une sorte de liaison logique, mais quelque chose qui serait de l'ordre de l'abîme dont parle à plusieurs reprises Pierre Raymond, c'est-à-dire quelque chose comme l'ouverture d'une série de possibilités à un moment donné. Quelles conséquences ces affirmations de Pierre Raymond dans La résistible fatalité de l'histoire quelles conséquences ce que dit Pierre Raymond dans La résistible fatalité de l'histoire peut-il avoir sur la conception que nous avons de l'histoire? Et ce que je voudrais, c'est parler de deux écoles historiographiques contemporaines. Par historiographie, j'entends l'écriture de l'histoire des historiens qui pratiquent ce métier qu'est l'écriture de l'histoire, pour reprendre le titre du livre de Paul Venn, comment on écrit l'histoire. Et ces deux écoles sont d'un côté l'école de la micro-histoire, et puis de l'autre côté, et c'est sans doute de ce côté-là qu'on ira le plus souvent, ce que l'on appelle l'histoire contrefactuelle. L'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire
une histoire qui repose sur cette conjonction dont parle Valéry dans le texte que l'on va lire ensemble, et qui est la conjonction si et si. Et il y a tout un courant de l'histoire tout à fait contemporaine qui repose sur cette hypothèse, enfin qui repose plutôt sur cette interrogation, à savoir et si. Et en particulier, je voudrais évidemment simplement vous signaler l'existence d'un travail tout à fait extraordinaire mené par des historiens, des sociologues, des économistes, des logisticiens, des spécialistes de la guerre, sous la direction de Jacques Sapir, de Franck Stora et de Loïc Mallet. Ces deux livres qui répondent à la question « Et si la France avait continué la guerre 1940 ?» Ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, c'est 1941-1942, c'est-à-dire un travail de réécriture ou d'écriture d'une histoire qui ne s'est pas passée, qui n'a pas eu lieu, mais qui était ce que l'on pourrait appeler un possible non advenu. Voilà, un possible non advenu. Et ce que je voudrais, c'est essayer de vous montrer que dans cette façon de regarder le passé, dans cette façon de réouvrir en quelque sorte les portes de ce passé, ou de jeter sur le passé un regard différent de celui que portent en général les historiens qui, pour reprendre un jeu de mots de Nietzsche, les historiens partant des faits, transforment les faits en fétalisme, dit Nietzsche, avec le jeu de mots, et qui a donc pour conséquence de considérer qu'il y a une nécessité à l'œuvre et que, dans l'histoire, et qu'un seul passé était possible et que le passé qui s'est passé était finalement nécessaire. Or, justement, pour reprendre encore une fois la référence à Nietzsche, au début de ce livre tout à fait passionnant, qui a pour titre « Pour une histoire des possibles », c'est-à-dire, évidemment, pour une histoire de ce qui n'a pas eu lieu. D'accord ? Eh bien, les deux auteurs, Quentin Deluermoz et Pierre Singaravellu, commencent par une citation de Nietzsche. Ouvrez les guillemets. La question, ouvrez les guillemets, que se serait-il passé si cela et cela n'avaient pas eu lieu, fermez les guillemets, est presque unanimement regardée avec défaveur. Et pourtant, dit Nietzsche, c'est précisément cela qui est la question cardinale. C'est la question cardinale, et c'est sur ce point que je voudrais vous amener un petit peu à réfléchir, et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que cette question court un peu dans l'histoire de la pensée. Bon, on va faire évidemment à grands pas quelques promenades, mais qu'elle est formulée, je dirais, de façon tout à fait importante et plutôt de façon tout à fait précise dans ce texte de Paul Valéry. Alors, cet extrait, c'est un des trois textes que je vous ai photocopiés, c'est celui au-dessus duquel il y a écrit Valéry. Et il s'agit d'un extrait d'un discours que Paul Valéry a fait au lycée Janson de Sailly en 1939 pour la distribution des prix. D'accord ? Discours
pour la distribution des prix. Et ce texte est tout à fait intéressant parce qu'il met en avant une expression sur laquelle je reviendrai, qui est l'idée d'un temps vivant. Qu'est-ce que c'est qu'un temps vivant? Je reprends le passage. Si Robespierre l'eût emporté, si Grouchy fût arrivé à temps sur le terrain de Waterloo, si Napoléon avait eu la marine de Louis XVI et quelques suffrènes, fermez les guillemets, si, toujours si, cette petite conjonction est pleine de sens. En elle réside peut-être le secret de la plus intime liaison de notre vie avec l'histoire. Elle communique à l'étude du passé l'anxiété et les ressorts d'attente qui nous définissent le présent. Elle donne à l'histoire les puissances des romans et des contes. Elle nous fait participer à ce suspense devant l'incertain. En quoi consiste la sensation des grandes vies, celle des nations pendant la bataille où leur destin est en jeu, celle des ambitieux à l'heure où ils voient que l'heure suivante sera celle de la couronne ou de l'échafaud, celle de l'artiste qui va dévoiler son marbre ou donner l'ordre d'ôter les cintres et les étais qui soutiennent encore son édifice. Si l'on abstrait de l'histoire cet élément de temps vivant, voilà, c'est cette expression qui me paraît importante, si l'on abstrait de l'histoire cet élément de temps vivant, on trouve que sa substance même, l'histoire, pure, celle qui ne serait composée que de faits, de ces faits incontestés dont j'ai parlé, serait toute insignifiante, car les faits par eux-mêmes n'ont pas de signification. La question donc que je me posais est donc, est-ce qu'on peut élaborer cette notion de temps vivant? Est-ce qu'on peut élaborer cette notion de temps vivant? Est-ce qu'on peut lui donner un contenu, étant donné que on peut peut-être voir à la fois le temps sous l'angle de ce qu'il est convenu d'appeler le futur, le présent et le passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la pratique de l'histoire contrefactuelle, permet de donner au temps cette vie, cette vivacité dont parle Valéry. L'idée est assez simple, j'y reviendrai bien sûr, c'est que en faisant que, par exemple, le passé, qui évidemment s'est passé, qui est le passé qui a eu lieu, et il ne s'agit évidemment pas, pour les historiens de la contrefactualité, il ne s'agit pas du tout un seul instant d'être des révisionnistes. On va voir ça dans le texte d'Alain. Ce qui a eu lieu, et personne, aucune puissance ne peut faire que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre passé n'aurait pas pu se passer à la place du passé qui s'est passé. C'est ça qui est important. Et donc, il faut arriver à conjuguer ce que l'on peut donc appeler le caractère indiscutable du passé qui a eu lieu avec une discussion concernant l'unicité du passé qui pouvait se passer. Et donc, ce que fait le livre de Pierre Rémond, là, justement, la résistible fatalité de l'histoire, c'est de proposer à un moment précis, sur lequel je vais revenir, fin des années 70, début des années 80, à un moment où, et c'est ce qui est mis au tout début de ce livre, à un moment où on prend conscience de ce qu'il est convenu d'appeler la crise du marxisme. 1977, au colloque de Venise, Louis Althusser déclare « Le marxisme est en crise ».
Et il ajoute, les maîtres du marxisme étaient des hommes comme nous, qui s'avançaient dans des domaines inconnus, qui étaient exposés à commettre des erreurs et même à dire des sottises. Et ce moment est un moment très important, et c'est justement dans ce moment-là que Pierre Rémond réfléchit, et cette réflexion a été menée pendant plusieurs années dans des séminaires dont Jean-Jacques parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des séminaires qui ont eu lieu à l'École normale supérieure et au cours desquels Pierre Rémond avait, mené toute une réflexion dans la suite d'Althusser et dans le cadre d'une tradition marxiste. Il avait mené une réflexion sur l'histoire, la nécessité en histoire, l'utopie, et évidemment, dans la résistible fatalité de l'histoire, on rencontre cette question que je viens d'évoquer sous le nom d'histoire contrefactuelle, mais sans que le terme d'histoire contrefactuelle soit utilisé par Pierre Rémond. Et c'est à propos de Clausewitz, dont vous connaissez les écrits ou au moins le nom, c'est-à-dire un spécialiste de la guerre, et qui a écrit toute une série de choses, en particulier sur la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une bataille peut basculer dans un sens ou dans un autre. Et ça conduit à la page 122. Pierre Rémond a posé cette question-là. D'autres choses, enfin, auraient-elles pu se produire que celles qui sont arrivées? Peut-on indiquer dans l'histoire antérieure des ruptures de la causalité? Clausewitz pose la question, chapitre 5 du livre 2, dont le titre est « La critique », à propos des campagnes militaires de Bonaparte. Vous voyez bien, on retrouve Waterloo, qui est l'exemple classique avec le nez de Cléopâtre, la vessie de Cromwell, enfin bref, toute une série de choses sur lesquelles on parlera un peu plus tard. Oui, la vessie de Cromwell a joué un rôle extrêmement important dans la mesure où, à un moment donné, tout semblait acquis pour Cromwell, et puis une crise de calcul vésical a entraîné, et d'ailleurs Pascal, puisque c'est de Pascal qu'il s'agit, utilise l'expression du grain de sable, le grain de sable dans la vessie de Cromwell. Cette image du grain de sable est une image très intéressante, évidemment. On la retrouve en particulier, mais matériellement présente, dans l'échec de la tentative que les Américains avaient organisée lorsqu'ils avaient tenté de libérer les otages en Iran. C'est une tempête de sable qui avait mis un peu de sable à l'intérieur de rotor d'un hélicoptère qui fait que l'hélicoptère s'était posé, etc., etc. Et là, on a ce que, justement, j'y reviendrai, ce que Pierre Rémond appelle la présence d'un temps en abîme, c'est-à-dire on ne passe jamais à l'instant suivant prévu. Voilà. On est amené à changer de cap. Je reviens au texte de la résistible fatalité de l'histoire. D'autres choses, enfin, auraient-elles pu se produire que celles qui sont arrivées? Peut-on indiquer dans l'histoire antérieure des ruptures de la causalité? Clausewitz pose la question, chapitre 5 du livre 2, la critique à propos des campagnes militaires de Bonaparte. Celui-ci, avec son propre point de vue, n'en sachant pas plus, aurait-il pu faire autrement? Pouvait-il gagner la campagne de Russie? Puis, Clausewitz infléchit le problème. J'arrête là pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre de Pierre Rémond, donc qui date d'environ 50 ans, une sorte d'anticipation de ces questions qui sont, bien sûr, déjà formulées, je l'ai dit tout à l'heure, par Pascal,
par évidemment par Nietzsche, par Valéry, par toute une série de penseurs, mais il essaye, lui, d'entrer dans le détail d'une éventuelle solution qui serait justement de repenser la nature du temps historique. L'idée étant la suivante, telle que nous le pensons spontanément, ou de façon culturelle, de façon organisée, de façon historiquement déterminée, le temps ne peut pas servir, ne peut pas être autre chose qu'un obstacle à l'idée qu'un autre passé aurait pu se passer. Et donc, comment dire, ça le conduit à cette idée qu'il faut, je dirais un peu de façon théâtrale, il faut libérer le temps historique. Il faut libérer le temps historique et il faudrait le libérer de toute une série de modèles, de métaphores, de comparaisons qui le figent, qui l'empêchent en quelque sorte de donner à l'esprit humain cette faculté d'envisager qu'un autre passé aurait pu avoir lieu et donc de se penser, chacun d'entre nous, de se penser comme un acteur possible, avec cette idée qu'il y aurait dans le travail de Pierre Rémond comme un écho lointain de ce que disait déjà Aristote, c'est-à-dire qu'il y aurait dans le temps des moments particuliers, des occasions, des circonstances favorables et qu'il faut savoir les saisir. Vous connaissez, c'était un proverbe chez les Grecs, hein, les occasions sont chevelues par devant et chauffent quand elles repassent. Bon, on ne peut plus les attraper. Voilà. Et il faut savoir saisir le moment. Es ist Zeit, c'est le temps, c'est le moment. Il faut savoir le saisir aux cheveux au moment où il passe. Et donc, les modèles, toujours pour essayer un peu d'anticiper, les modèles qui font que le temps historique est en quelque sorte corseté, est en quelque sorte enfermé dans ce qui n'est pas lui. On pourrait en prendre deux exemples, deux critiques en tout cas. La première, c'est le texte d'Alain que je vous ai photocopié, où Alain dit en gros, on a tendance à penser que le temps est un transport en commun, que l'avenir c'est quelque chose qui arrive, et que c'est parce qu'on pense que l'avenir est quelque chose qui arrive que l'on s'imagine qu'on peut prévoir. Mais, dit Alain, en réalité, cette comparaison ou cette métaphore du temps comme un train qui est parti de Paris, gare de Lyon, et qui doit arriver à Valence TGV, eh bien, cette métaphore du train, cette comparaison entre le temps historique et le transport en commun, cette comparaison est fausse, cette comparaison est dangereuse, et cette comparaison conduit justement à une sorte de fatalisme. Et dans ce texte, lui aussi de 1932, donc absolument contemporain du texte de Valéry, dans ce texte de septembre 1932, Alain, je ne vous ai pas photocopié le début, réfléchit sur le couple optimisme-pessimisme. Et il dit qu'il peut y avoir dans l'optimisme quelque chose comme un fatalisme. C'est on n'arrête pas le progrès, ça ira mieux demain. Un peu comme dans ces
ces slogans ou ces petites médailles qui se vendaient à un moment, vous savez, mon amour, je t'aime, un peu plus qu'hier et un peu moins que demain. Donc, il faut surtout faire attention à ne pas inverser. Et donc, bien souvent, on se trompe. Et donc, il y a cette idée d'un optimisme fataliste et d'un pessimisme fataliste. Et de ce fatalisme, Alain considère que l'origine est dans une certaine conception du temps. Page 928, deuxième paragraphe. Après avoir dit qu'il est ridicule d'envisager que ce qui a eu lieu n'ait pas eu lieu, d'accord ? Répond Alain continue, maintenant glisser à ce qui va arriver. Le juger du même œil, c'est la faute des prophètes de malheur, qui sont les prophètes. Il ne s'agit plus de constater, et toute l'erreur est à penser à ce qui n'est pas encore et qu'on ne peut constater d'après les excellentes méthodes de constater. Le prophète essaye de voir l'avenir, ce qui suppose que l'avenir est fait et irrévocable. Le prophète annonce au mieux ce qui sera si on laisse aller. C'est estimer qu'on ne peut rien, c'est se démettre et, comme on dit, lâcher la barre. Or, c'est une faute, et c'est même la faute. Je vois deux choses à dire là-dessus, deux choses entre mille. La première est que cette pensée n'a pas d'objet, car l'avenir n'est pas encore et n'est nullement objet. Voilà une idée immense et neuve. On se fait de grandes provisions de sagesse en examinant de telles idées une bonne fois quand on est de loisir. L'idée est celle-ci. Un train que l'on voit arriver au loin, c'est l'avenir qui vient vers nous. C'est par comparaison avec le train que nous jugeons naturellement que ce qui sera est déjà et s'approche de nous d'instant en instant. La critique de cette idée est assez aride, etc., etc. Et donc, la première image qu'il faut, je dirais, critiquer, c'est l'image du train. Et il se trouve qu'il y a un autre texte, un peu plus tardif, qui est un texte de Popper, où on a, encore une fois, une critique d'une métaphore pour penser le temps de l'histoire. Et là, il s'agit d'une critique de ce que Popper appelle l'historicisme. Bon, on a beaucoup discuté sur la pertinence de cet usage du mot historicisme par Popper, etc. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est simplement cette idée que l'historiciste voit l'histoire comme une sorte de cours d'eau. Donc, ce n'est plus le train, c'est un cours d'eau, comme un fleuve qui coule. Et il se croit capable de prévoir où passera l'eau. L'historiciste pense être très intelligent. Il voit l'eau qui coule et imagine pouvoir prédire l'avenir. Cette attitude est totalement erronée. On peut étudier l'histoire autant qu'on le veut, mais cette idée du fleuve n'est rien de plus qu'une métaphore. Donc, tout à l'heure, c'était une comparaison, maintenant c'est une métaphore, et n'a rien à voir avec la réalité. On peut étudier ce qui a été, mais ce qui a été est terminé, et à partir de là, nous ne sommes pas en mesure de prévoir quoi que ce soit, de suivre le courant. Nous devons simplement agir et tâcher de rendre les choses meilleures. Le moment présent est celui où finit l'histoire. Vous voyez ? Il y a là une deuxième, il y a là une deuxième métaphore ou une deuxième comparaison, puisqu'une métaphore n'est rien d'autre qu'une comparaison implicite. Il y a donc une deuxième façon de penser le temps qui n'est pas bonne. Ce n'est pas un train, ce n'est pas un cours d'eau. On pourrait dire, et je reprendrai ça un peu plus tard, on pourrait dire qu'il y aurait intérêt à faire une sorte de liste de tous les modèles fallacieux pour penser l'histoire. On verra ça un peu plus tard. Et ce que je voudrais maintenant,
une fois qu'on a recommencé, enfin, qu'on a commencé à préparer le terrain, ce que je voudrais, c'est revenir sur ce livre de Pierre Rémond. Paru en 1982, il n'a pas eu, en tout cas si on suit ce que dit André Tauzel dans un long article qu'il consacre à ce livre, dans un volume qui a pour titre « D'abord penser » et qui a été consacré à Pierre Rémond, disparu, dans lequel Jean-Jacques Cessignard a écrit aussi un texte sur Cavaillès. Eh bien, ce que dit André Tauzel, c'est « ce livre est un livre important et il n'a pas eu l'écho qu'il méritait ». Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'ai décidé aussi d'en parler. Et il y a un intérêt encore aujourd'hui à lire ce livre, à travailler ce livre, à le republier éventuellement, puisqu'il est aujourd'hui absolument introuvable. Je dirais qu'il est intéressant dans la mesure où il est en même temps un travail qui va essayer d'accentuer la crise du marxisme et qui va en même temps essayer de montrer, et ça c'est un point particulier de Pierre Rémond et de Xavier Renoux, à savoir que, contrairement à ce qu'on pouvait dire à ce moment-là, dans pas mal d'endroits encore, le marxisme n'est pas la science double qui porterait le nom d'un côté de matérialisme dialectique, de loi de toutes les lois, de connaissance scientifique du devenir en général, ou du matérialisme historique qui serait simplement la science des organisations sociales et de leur devenir. On va voir ça dans le troisième texte de Marx, peut-être pas aujourd'hui. Eh bien, ce que fait justement Pierre Rémond et ce que fait avec lui dans d'autres circonstances et dans d'autres textes Xavier Renoux, c'est de dire il y aurait tout intérêt à repenser les limites de Marx, les limites du marxisme, en revenant sur la tradition philosophique et en partant même de cette idée que, sur certains points, Marx n'a pas été à la hauteur. Sur certains points, d'autres penseurs, avant Marx, par exemple Hegel, par exemple Rousseau, par exemple Machiavel, ont apporté, ont pensé des choses que parfois Marx et Engels ont critiquées, comme par exemple la critique du droit, la critique de la philosophie du droit hegelien, eh bien, que les critiques que Marx a pu mener sont pas à la hauteur de ce qu'il a critiqué. Et qu'il y a certainement quelque chose de très intéressant et d'irréductiblement supérieur dans les approches de Hegel sur la question du droit, supérieur à ce que le marxisme a pu produire, en particulier dans la critique qu'il a pu faire des droits de l'homme, des libertés formelles, etc. Et c'est un peu dans ce cadre-là que je veux remettre ce texte, un texte qui, je le répète, essaye de préciser, et on va voir en quoi, de préciser les difficultés internes au marxisme et d'autre part d'essayer d'apporter, en utilisant la tradition philosophique, depuis Platon jusqu'à la fin jusqu'à Hegel, il y a toute une partie dans la résistible fatalité de l'histoire qui essaye de repenser
la façon dont la tradition philosophique a élaboré le concept de temps. Et une fois qu'il a fait ça, Pierre Rémond dit, mais pour sortir de ces difficultés, il faut s'ouvrir à d'autres textes que ceux de la tradition philosophique. Et dans ce livre, il y a d'une part tout un chapitre consacré à l'apport de Clausewitz, qui n'est pas un philosophe, mais qui est plutôt un spécialiste de la guerre, qui a essayé quand même de théoriser, dans un livre et dans plusieurs livres, ce que peut être la guerre, ce que ça apporte, ce que ça crée comme difficulté sur le plan de la pensée et les solutions qu'on peut apporter à ces difficultés. Et la deuxième référence que fait Pierre Rémond, on est en 1978-79, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un philosophe, c'est Giap, d'accord ? C'est le général Giap, dans un livre qui a pour titre « Guerre du peuple, armée du peuple », et où justement Pierre Rémond, suivant cela d'ailleurs toute une série de textes rédigés en particulier par Michel Plon sur la combinatoire, la théorie des jeux appliquée au conflit, montrant justement que la théorie la plus parfaite ne peut pas anticiper la réalité de ce qu'est un combat. D'une certaine façon, c'est disons, le film Full Metal Jacket, si vous vous en souvenez, est un film où justement il y a cette comparaison entre ce que l'on pourrait appeler l'entraînement théorique à la guerre et la réalité de ce qu'est le combat. Et il y a dans le texte de Rémond cette volonté d'ouvrir la réflexion philosophique à des auteurs que on ne considérait absolument pas au moment où Pierre Rémond rédige ce texte, qu'on ne considérait absolument pas comme d'éventuels auxiliaires sur le plan de la pensée de ce qu'est ce temps continu, de ce qu'est ce temps historique, de ce qu'est ce temps de l'action, de ce temps vivant, ou si vous préférez, pour reprendre une opposition entre l'histoire faite et l'histoire se faisant. Il y a deux temps tout à fait différents. Le temps de l'histoire faite est une chose très précise, que justement on peut aussi faire évoluer avec l'histoire contrefactuelle, et d'autre part, il y a le temps de l'histoire se faisant, qui est le temps de l'homme d'action. Et le texte de Giap est tout à fait intéressant, et la façon dont Pierre Rémond l'interprète et l'exploite est tout à fait passionnante. Et évidemment, je ne fais ici que vous inciter, qu'essayer de vous inciter à lire un livre qu'on ne peut pas trouver pour l'instant. Donc, peut-être que sur Gallica, je n'ai pas regardé, peut-être qu'il fait partie des livres qui ont été réimprimés, numérisés, mais on pourrait peut-être le numériser, après tout. C'est une chose qui peut se faire tout simplement. Et donc, ce qui est important dans ce que je raconte là tout de suite, c'est évidemment de voir comment, à un moment donné, en France, dans une France où le marxisme a été encore une sorte d'horizon indépassable, pour reprendre une formule bien connue, une sorte d'horizon indépassable sur le plan de la philosophie, sur le plan de l'autorité de la pensée, comment Pierre Rémond essaye, en s'autorisant justement de la parole de celui qui a été au départ un peu son maître, Althusser, et puis qui est peu à peu devenu un ami,
et avec lequel il dit très précisément, à un moment donné, je suis entré en guerre philosophique contre Althusser, eh bien, comment à un certain moment de l'histoire de la pensée en France, le marxisme a en effet explosé, ou en tout cas, la crise du marxisme a explosé, et évidemment, ce texte de Pierre Rémond est un symptôme, est un élément de cette, de cette crise du marxisme. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que le titre même, de ce livre, La résistible fatalité de l'histoire, qui évidemment, ça ne vous a pas échappé, renvoie au titre de la pièce de Brecht, la résistible ascension d'Arthur Howey. D'ailleurs, dans son dernier livre, Pierre Rémond reprendra un autre, non pas un autre texte un autre titre inspiré de Brecht, mais il reprendra un vers de Lucrèce, dissiper la terreur et les ténèbres. Bon, ce qui est un peu le slogan de la Renaissance des Lumières, dissiper la terreur et les ténèbres. Et Dieu sait que nous sommes dans un monde où les ténèbres menacent et la terreur aussi. Et donc, ce que représente ce livre, cette référence à Brecht, c'est une référence en particulier à certains textes de Brecht que l'on trouve dans le journal de travail, écrit dans les années 30-40, où Brecht insiste sur le fait que ce qui est important dans la politique, c'est ce qu'il appelle le Kleinarbeit, le petit travail. Et qu'est-ce que c'est que le petit travail? C'est le porte-à-porte, c'est la distribution de tracts, c'est le collage d'affiches, c'est les discussions sans fin. Et voilà ce que dit Pierre Rémond, ce que je veux, et c'est ce qu'il explique dans, encore une fois, La résistible fatalité de l'histoire, c'est ce que je veux, c'est essayer de constituer une philosophie militante, une philosophie du militantisme et une philosophie du temps politique et une philosophie du porte-à-porte, du petit travail. Et donc, dans cette période, tout à fait particulière, la crise du marxisme, c'est aussi la crise dans laquelle se trouvent les communistes d'inspiration qui essayent de penser ce qui est en train de se passer, et le marxisme a été évidemment pris en défaut dans toute une série de crises internationales, en particulier la difficulté qui a été centrale, à savoir comment penser ce qui se passe en URSS et dans les pays socialistes. La seule tentative véritablement inspirée du marxisme, ce sont, enfin à ma connaissance, les travaux de Charles Bettelheim sur les luttes de classe en URSS. Et donc, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Oui. Mais dans cette période-là, les seuls à peu près à avoir... Enfin, dans mon souvenir, les travaux qui avaient été menés, c'était surtout les travaux de Bettelheim qui affrontaient cette question, à savoir qu'il y ait des luttes de classe en URSS et comment les analyser. Juste encore un petit point. Oui, on a encore un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui caractérise le début de ce livre, donc La résistible fatalité de l'histoire, c'est, comme je le disais, de se mettre sous la bannière d'Althusser, le marxisme est en crise. Et puis d'y aller carrément. C'est-à-dire que Pierre Rémond met le doigt sur une difficulté qui est une difficulté assez simple à comprendre, à savoir comment peut-on
déclarée comme c'est le cas à l'intérieur du manifeste du Parti communiste, à savoir que, ouvrez les guillemets, le progrès de l'industrie dont la bourgeoisie est l'agent sans volonté propre et sans résistance substitue à l'isolement des travailleurs résultant de leur concurrence, donc substitue à l'isolement des travailleurs résultant de leur concurrence leur union révolutionnaire par l'association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape sous les pieds de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs, sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Il y a d'un côté, voilà ce que dit Pierre Rémond, comment déclarer inévitable la chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat à l'intérieur même de ce que l'on est en train de vivre, c'est-à-dire à l'intérieur d'un combat. Comment déclarer inévitable la victoire alors que le combat est en cours et où, justement, le fait que c'est un combat fait que l'issue en est nécessairement imprévisible. Il y a, d'autre part, dit Pierre Rémond, il y a eu sur les murs toute une série d'inscriptions. On parle encore une fois des années 60, 70. FNL vaincra. Est-ce que, dit Pierre Rémond, est-ce qu'il est facile de comprendre exactement le sens de cette formule? Ça dépend, dit-il, si on met un point d'exclamation ou pas. Si on met un point d'exclamation, c'est un appel à la lutte. Si, comme ça a été le cas dans certaines situations, on supprime le point d'exclamation, on entre dans ce que l'on pourrait appeler, et c'est la formule qu'utilise Pierre Rémond, une propagande de l'inévitable. Mais à quoi ça sert de faire une propagande de l'inévitable? Si c'est inévitable, il n'y a pas besoin. Et donc, à partir de là, ou bien, dit Pierre Rémond, il s'agit de l'affirmation d'un sens de l'histoire auquel on ne peut échapper, mais, deuxième possibilité, est-ce que ce sens de l'histoire est susceptible de recevoir le statut de, le statut d'affirmation scientifique? Est-ce qu'il s'agit de l'affirmation d'un sens ou bien est-ce qu'il s'agit d'une prédiction appuyée sur une science, ce qui est tout à fait différent? Et est-ce que la fonction de l'histoire, demande-t-il, c'est de prédire l'avenir ou simplement d'indiquer des possibilités pour l'action politique? Et donc, il y a là un point très important qui est comment penser cette espèce d'affirmation de l'inévitabilité de la victoire du prolétariat et la défaite de la bourgeoisie. Ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'il y a chez Marx d'autres textes, et c'est l'un des textes que je vous ai photocopié, qui est un texte de 1859, où on trouve le même vocabulaire de l'inévitabilité, le même vocabulaire de la nécessité, et là, on est dans un autre réseau de métaphores ou de comparaisons. C'est le vocabulaire de
du développement, d'accord, le vocabulaire du développement avec cette idée que l'histoire n'est jamais qu'un processus par lequel des potentialités repérables par ceux qui sont suffisamment clairvoyants, que l'histoire est le lieu du développement de potentialités, c'est-à-dire que l'histoire est un développement de réalités qui sont en quelque sorte enveloppées, d'accord, un enveloppement des potentialités, et que finalement, le chemin qui mène d'une période de l'histoire à une autre période de l'histoire est un chemin unique et nécessaire. Alors, dans ce texte de Marx, on a tout ce vocabulaire, hein. Vous avez à la page 5, donc c'est la préface à la critique de l'économie politique, 1859. Une formation sociale ne disparaît jamais, page 5, avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. C'est un processus d'expansion, mais les formations sociales, au fond, ne deviennent que ce qu'elles sont. Et jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà, ou du moins sont en voie de devenir. À grands traits, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes peuvent être qualifiés d'époque progressive de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale, contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Et cependant, les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. On a ici un autre Marx, mais qui est évidemment en train d'utiliser le vocabulaire de l'économie politique. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail du rapport entre force productive, mode de production, rapport de production, etc., etc. Mais grosso modo, ce que dit Marx, c'est qu'il y a une sorte de nécessité à l'intérieur de l'histoire qui conduit d'ailleurs à affirmer que certains développements ou que certains engagements politiques ou que certaines actions politiques peuvent être considérées comme prématurées. Ce n'est pas encore le moment. Parce que un mode de production n'a pas développé tout ce qu'il pouvait développer. Il y a donc, en réalité, deux Marx, dit Pierre Rémond. Un Marx de l'inévitable, un Marx de l'inévitable chute du capitalisme, un Marx de l'inévitable victoire du prolétariat et du communisme. Et puis il y a un second Marx, et c'est ça, d'une certaine façon, c'est là que Pierre Rémond met le doigt. Il y a un autre Marx qui est le Marx du capital. Alors là aussi, je vais être très rapide. Et qu'est-ce que c'est que le Marx du capital ? C'est un Marx qui analyse le capitalisme en montrant que finalement, il est éternel. Il trouve toujours des solutions à ses propres crises. Et entre ce Marx qui affirme Manifeste du Parti communiste ou préface à la critique de l'économie politique, le caractère nécessaire de la victoire du communisme, entre ce Marx d'un côté et puis le Marx de l'autre qui dit mais de toute façon, le capitalisme ne tombera jamais de lui-même. Il ne mourra jamais de ses propres contradictions. Il trouve toujours à l'intérieur de ces contradictions une façon de régler le problème.
Et voilà, dit Pierre Rémond, voilà où on en est. On a 2 Marx, peut-être 3, peut-être 4, mais il y a au moins ces 2 aspects et il y a une difficulté, à les penser ensemble. Il y a une difficulté à les penser ensemble, c'est-à-dire soit la révolution est inscrite dans un mouvement naturel, dans un mouvement nécessaire de l'évolution des sociétés, et donc que le communisme est le point d'arrivée nécessaire du train qui est lancé, ou du cours d'eau qui coule, soit, deuxième perspective plutôt, soit l'action politique est une forme de transformation qui ouvre des perspectives, mais dont il faut accepter que cette perspective ouvre elle-même à des éléments imprévisibles. Et donc, il faut arrêter de penser que le parti est l'avant-garde de l'avant-garde et détient la science de ce qu'il faut faire, etc., etc. Et donc, existe-t-il d'une certaine façon, et ce serait le cas formidable du marxisme, existe-t-il, grâce au marxisme, une science de ce qu'il faut faire? Et vous savez bien qu'en général, la science ne s'occupe pas de ce qu'il faut faire. La science, c'est autre chose. Comment? Oui, mais ils disent ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas scientifique. On est d'accord? Non, mais je ne dis pas qu'il faut, je ne dis pas que je suis en désaccord avec ce qu'ils disent. Je dis que ce qu'ils proposent n'est pas scientifique. Ça relève du devoir-faire, du devoir-être, de l'engagement, de l'action. Mais ce n'est pas une science. Et donc, il y a là, me semble-t-il, une interrogation intéressante de Pierre Rémond que l'on trouve à la page 17 de son livre. Je suis encore en train de commenter ce livre, simplement. Pourquoi Marx a-t-il substitué à l'espoir raisonné de la victoire, d'une victoire de la justice, l'affirmation d'un inévitable? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne à cela? Sans doute pas grand-chose et peut-être qu'on perd beaucoup. Et donc, l'objectif de ce livre, c'est, entre autres, de proposer une réflexion sur le marxisme, sur l'action, sur le temps de l'action, se faisant. Et de ce point de vue, il y a dans ce livre de Pierre Rémond toute une série d'échos des problèmes, des problèmes que la gauche rencontre, puisque c'est un livre qui a été publié en 1983, mais c'est un texte qui a été rédigé en 1978-1979, justement à un moment où la gauche venait d'échouer, d'accord ? Et où toute une série d'analystes disaient c'est foutu, l'union de la gauche c'est terminé, la gauche n'a plus aucune chance. Et je me souviens de toute une série de discussions dont Pierre Rémond fait écho dans le tout début de ce livre, et où justement il disait mais non, c'est pas du tout perdu. Au contraire, peut-être, l'affaiblissement du Parti communiste est peut-être une condition pour que la gauche, mais évidemment dans des circonstances qui ne vont pas être très favorables, eh bien, la gauche va probablement l'emporter malgré l'issue défavorable des élections de mars 1978. Et le début du livre est suivant. Ce texte est lié aux analyses que nous consacrions à la préparation des élections de mars 1978 et à leur issue défavorable à la gauche. Ce qui a suivi, jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1981, en a, croyons-nous,
plutôt montrer la justesse. Et donc, ce que, pour le redire un peu philosophiquement, puis j'arrêterai là, ce que Pierre Rémond pose, c'est donc la question de savoir, le marxisme est-il une science? L'histoire est-elle une science? Et si elle est une science, de quoi est-elle la science? Et à partir de là, il va engager tout un travail que j'ai annoncé un petit peu en disant il faut libérer l'histoire de ce que l'on peut donc appeler le modèle de la physique, d'accord? Le modèle de la physique, c'est-à-dire de transposer dans l'histoire humaine le déterminisme à l'œuvre à l'intérieur de l'histoire, de transposer dans l'histoire le déterminisme à l'œuvre dans la nature, et cette, le début de ce livre est tout à fait intéressant aussi parce que il cite Einstein. Alors attendez que je retrouve. Oui, c'est au tout début. Un paradoxe. Nous partirons d'un paradoxe. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels ont écrit « La chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. » 3 petits points. Dans l'évolution des idées en physique, Einstein et Infeld parlent d'une expérience où l'on place une lumière ponctuelle devant un écran percé de 2 petits trous rapprochés et où l'on observe sur un mur situé derrière l'écran des bandes lumineuses et sombres alternées. Et ils disent à ce propos, ouvrez les guillemets, les particules lumineuses, les photons, font individuellement un choix entre les 2 trous. Mais nous ne savons pas pourquoi les individus se comportent d'une manière imprévisible. Nous pouvons toutefois appliquer la méthode statistique à un ensemble assez grand d'individus. Point, fermez les guillemets. Et Pierre Rémond commente ainsi, situation paradoxale reflétée par ces 2 citations, du côté de l'histoire, l'inévitable, du côté de la microphysique, l'imprévisible, comme s'il y avait chez Marx une sorte de modèle physique et chez Einstein une sorte de modèle métaphysique. Eh bien, on arrête pour aujourd'hui. Hein? Peut-être on continuera la semaine prochaine. Demain. Bon, mais peut-être qu'il y a des questions. Oui, je voulais dire aussi, pardon. C'est tout à fait passionnant. Hein, et si la France avait continué la guerre? Parce qu'il y a à peu près, c'est incroyable de précision. Mais en même temps, je crois qu'il y a une autre, je ne sais pas comment dire, une autre orientation tout à fait passionnante qui est celle de ce psychanalyste, critique littéraire, essayiste qui a pour nom Pierre Bayard. Je ne sais pas si vous en avez lu un petit peu. Et en particulier, le titre d'un livre, d'un de ses livres, c'est « Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?» et où justement il envisage ce que peut signifier un autre univers, un autre monde. Et puis un deuxième livre qui est sorti un petit peu après, je crois, et qui a pour titre « Aurais-je été résistant au bourreau ?» et où, bon évidemment c'est une question rebattue, etc., mais lui essaye de faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire il imagine ce qui serait passé dans sa propre vie en utilisant la biographie de son père. C'est un peu comme dans le livre de Pierre Paché, Autobiographie de mon père. Et là, c'est un peu la même chose. Il imagine ce qu'aurait pu être sa vie en 1939, 1940, 1941, élève de Cagnes, préparant le concours et pesant d'un côté la nécessité de préparer un concours difficile, etc. Puis de l'autre côté, vous voyez, comme un écho aussi à ce...
à cet exemple que l'on trouve dans l'existentialisme est un humanisme, hein, cet élève qui vient voir Sartre et qui lui dit « Est-ce que je dois m'occuper de ma mère ou est-ce que je dois rentrer dans la résistance ?» Bon, et puis Sartre lui dit bah, « Démerdez-vous, engagez-vous ». Et ces livres sont tout à fait passionnants parce qu'il fait apparaître dans « Aurais-je été résistant au bourreau ?» il fait apparaître, en suivant d'ailleurs les analyses de Browning, je ne sais pas si vous voyez les textes de Browning sur les bourreaux volontaires, là, ceux qui ont été cette compagnie à laquelle... bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Il arrive à la conclusion que nous avons en nous une personnalité potentielle, une personnalité possible, qui, selon les circonstances, pourrait devenir la personnalité dominante. Mais bon, je résume un peu, mais c'est franchement, là aussi, très rafraîchissant. Mais je n'ai pas parlé de tous les livres, il me reste encore un peu de temps demain.